Vous mettez le doigt sur le tabou, ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier. Quand on a déjà cette lecture des événements, on sait déjà très bien, si on met quelqu'un au pouvoir au Rwanda, on sait quel est le boulot qu'il va faire. Si on clarifie le dossier de l'attentat, on clarifie la cause de la tragédie rwandaise de 1994. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Charles Onana, je suis écrivain, chercheur, docteur en sciences politiques. J'ai travaillé beaucoup pendant plus de 30 ans sur des dossiers sensibles. J'ai travaillé beaucoup sur les relations franco-africaines. J'ai travaillé également sur la question palestinienne. Notamment la politique française au Proche-Orient. J'ai travaillé sur le Soudan, notamment la question du Darfour, qui pendant des années a été l'objet d'une actualité très importante en France et aux États-Unis. Et j'ai travaillé sur le Congo, la République démocratique du Congo. J'ai beaucoup écrit, je pense, jusqu'à présent, sur des sujets très divers et variés. Même si on a toujours essayé de concentrer mon travail sur la région des Grands Lacs, mais finalement, c'est 7 livres sur à peu près une vingtaine. Charles Onana, nous sommes ici pour parler de votre livre très intéressant, Enquête au pluriel sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, 25 ans d'investigation pour un non-lieu, avec en couverture le fameux Falcon présidentiel. C'est ça. On va parler de ça. Et alors, sur le Rwanda, c'est un sujet qui est en ce moment en plein dans l'actualité, puisque donc Kagame, le président du Rwanda, est venu il y a de cela un mois, il me semble, à Paris. Et Macron, ensuite, lui a rendu l'appareil en se rendant lui-même au Rwanda pour faire acte de repentance. Et donc, c'est des déclarations qui sont sorties dans la presse, expliquant que, en gros, la France s'excusait pour sa participation, ses actions lors du génocide rwandais. Comment vous avez, quel regard portez-vous sur cette actualité, sur ces événements ? Je porte le regard de quelqu'un qui a travaillé pendant presque 25 ans sur ce dossier-là, et surtout quelqu'un qui est un observateur extérieur, qui n'a pas de conflit d'intérêt dans la région, parce que c'est très important de le préciser. Parce que les gens ont l'habitude, quand on vous voit travailler longtemps sur un sujet, on pense que vous avez une raison pécuniaire, cachée, dissimulée, qui fait que vous vous intéressez à ça. Moi, c'est pas tout à fait ça. C'était vraiment le hasard et la curiosité intellectuelle qui m'a amené sur le Rwanda. Je ne savais rien de ce pays, absolument rien quand j'ai commencé. Et j'étais simplement surpris de constater que 2 chefs d'État africains étaient tués dans un acte terroriste, dans un attentat terroriste, et ça ne semblait émouvoir personne. Et un ensemble de l'équipage, qui était un équipage français également. En France non plus, les gens n'avaient pas l'air de se ruer sur ce sujet-là, et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, mon point de départ, le point de questionnement a commencé là. Et pour répondre plus précisément sur la question de la lecture du président Macron, ou sa réaction au Rwanda par rapport à la politique française, je pense que tout cela a été préparé. Préparé d'abord par le rapport qu'on a dit être un rapport d'historien. Il y avait des historiens, par exemple, spécialisés sur la littérature arménienne, qui étaient membres de cette commission, ce que j'ai trouvé proprement indélicat, parce que je ne comprends pas comment on peut rassembler des chercheurs qui n'ont pas de compétences sur un sujet pour les amener à examiner ce sujet et à rendre public un rapport qui va faire autorité.
Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très net dans cette affaire-là. Mais c'est pas un membre, c'est pas deux membres. Je dirais, l'ensemble des membres de cette commission n'ont aucune compétence sur la question des Grands Lacs. Et ils n'ont pas de publications scientifiques ni des publications reconnues comme étant des gens qui ont autorité à s'exprimer sur cette question. Cela dit, ce sont des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. On a pris des gens de domaines un peu variés pour venir s'exprimer là. J'ai trouvé que c'était un peu dangereux et que, surtout pour l'Afrique aujourd'hui et pour les chercheurs africains, ils trouvaient ça un peu méprisant. On ne peut pas faire venir des gens sans compétence sur un sujet africain parce que c'est l'Afrique et puis on fait passer ça. Non, c'est pas sérieux. Bon, ça c'est le premier point. Rapport qui, je le rappelle, accuse la France d'avoir participé. Absolument, c'est pire. C'est-à-dire qu'on fait venir des Français dans un dossier qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et ils tirent des conclusions. Surtout, c'était un dossier dans lequel on devait examiner les archives françaises. Comment vous pouvez examiner les archives françaises sans avoir un background de ce qu'a été la politique française dans ce pays-là, sans être capable de... Parce que, alors là, il y a des erreurs factuelles, il y a des fautes d'interprétation, alors là, pour le coup, il y a beaucoup de fautes. Hein. Bon. Donc, je pense que c'était préparé, il fallait préparer la réconciliation entre une certaine France et un certain Rwanda. Parce que je dois dire que la position du président de la République n'est pas tout à fait représentative de la position de l'ensemble des Français et en commençant par les Français qui ont servi au Rwanda en 1994. Ça, c'est important de le préciser. Parce que quand on entend le président de la République, on peut penser que tous les Français qui ont participé à la mission au Rwanda partagent effectivement son analyse. C'est pas le cas, j'en ai parlé avec beaucoup. Hein. Bon. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État rwandais actuel non plus ne représente pas, par son positionnement et par ses accusations, il ne représente pas l'opinion de tous les Rwandais ou même de la majorité des Rwandais. Bon, cela dit, il faut dire que le président Macron avait envie de tourner la page, de passer à autre chose dans les relations entre la France et le Rwanda qui ont été très perturbées ces dernières années, surtout avec des accusations constantes contre la France. Et le problème, et c'est ça que j'ai trouvé regrettable, c'est que le président Macron n'ait pas eu de mots pour des Français, parce qu'il y a quand même eu 6 Français qui ont été tués. Dont les pilotes ? Les 2 pilotes et le mécanicien navigant. Et puis il y a eu 2 gendarmes français et l'épouse de l'un d'entre eux qui a été tuée. Ils ont même tué leur chien en 1994. Et c'est quand même surprenant que le chef de l'État français n'ait pas eu un mot, je dirais de façon symbolique, pour dire « j'ai une pensée pour mes compatriotes qui sont morts ici en 1994 ». Ça ne coûtait rien, ça ne mangeait pas de pain, mais on pouvait le faire. Peut-être que ça allait indisposer M. Kagame, mais à partir du moment où on rappelle, quand on est président de la République, et puis surtout chef des armées, ça n'aurait pas été inutile non plus de dire un mot ou 2 mots sur le soutien à l'engagement des militaires français qui ont servi au Rwanda entre 1990 et 1994. Et donc, on en vient au cœur de votre livre, à cet attentat du 6 avril 1994. Je souhaiterais qu'on recontextualise bien, justement, comment survient cet attentat, ce que vous appelez attentat, mais qui est, enfin, pour les médias, pour les enquêteurs, etc., ils appelaient ça, vous le dites très bien dans votre livre, un accident d'avion. Or, vous démontrez justement que les différentes enquêtes ont pointé un faisceau d'indices allant vers un potentiel, je ne sais pas comment on peut dire, commanditaire de cet attentat. Pourquoi il est important de comprendre qui a fomenté cet attentat ? Eh bien, parce que d'abord, les Nations Unies, quand je dis les Nations Unies, c'est tous les rapports des Nations Unies. Mais plus que les rapports des Nations Unies, même les différents procureurs qui se sont succédés
à la tête du tribunal pénal international pour le Rwanda ont dit que c'était l'événement déclencheur de la tragédie rwandaise. Donc, quand on dit que c'est l'événement déclencheur de la tragédie rwandaise, il faut chercher à savoir qui l'a provoqué et à qui il a bénéficié. C'est le b.a.-ba dans toutes les enquêtes criminelles. À qui profite le crime? La deuxième chose, c'est que avant cet événement, on était dans un processus de paix. Le processus de négociation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accords d'Arusha, qui avait vocation à conduire à un partage de pouvoir entre Hutus et Tutsis. Et donc... pourquoi les Tutsis avaient été exclus du pouvoir au Rwanda? Alors, ça c'est un point qui est important dans la discussion pour que les gens comprennent très bien. C'est que pendant des siècles, le Rwanda était dirigé par une monarchie Tutsi. Il faut rappeler sur le plan sociologique que les Tutsis étaient minoritaires, c'est-à-dire 14% de la population. Les Hutus majoritaires faisaient 85% de la population. Et 1% était constitué d'une population ultra minoritaire qu'on appelle les peuples de la forêt, c'était les Twa. Donc, en gros, le Rwanda est constitué de 3 groupes principaux. Les Tutsis minoritaires, les Twa minoritaires et les Hutus majoritaires. Donc, pendant plusieurs siècles, les Tutsis ont dominé la majorité. En 1959, ils font donc la révolution. Et cette révolution a pour but de changer le régime monarchique en république. C'est-à-dire que le système colonial allemand d'abord, belge ensuite, a toujours consolidé cette position dominante qui était celle de la monarchie Tutsi. Mais à la veille des indépendances africaines, les Hutus qui veulent à la fois rompre avec le système colonial d'abord, mais rompre également avec le système monarchique, profitent donc de cette opportunité qui est faite dans tous les pays africains qui accèdent à l'indépendance de renverser ce régime. Et ils bénéficient à ce moment-là de l'alliance des Belges qui, eux, avaient déjà longtemps soutenu l'ancien régime, décident donc de soutenir le nouveau régime. Voilà donc comment, en 1959, il y a cette révolution qui renverse donc le système monarchique. Et donc, tous ceux qui soutiennent le système monarchique, donc que ce soit leurs enfants, etc., ils vont en exil. Donc, certains vont s'exiler en Ouganda, d'autres vont s'exiler en Tanzanie, d'autres vont s'exiler en République démocratique du Congo, qui était à l'époque le Zaïre. Donc, une fois que cette révolution a lieu, ceux qui sont partis donc en Ouganda ont toujours nourri la volonté de rentrer au pays. Et pas de rentrer pour retrouver la paix, etc., mais de rentrer pour reprendre le pouvoir qui avait été perdu par leurs parents. Voilà le fond du problème. Et tant qu'on ne comprend pas cet élément central, parce que beaucoup de gens ont appelé les événements de 1994 la contre-révolution de 1959. C'est ça le sujet. Et les Hutus qui vont réagir en 1994, quand vous lisez tous les documents, et ça a été même parmi certains au tribunal pénal international, la crainte pour eux, c'était de revenir au système monarchique, au système dominant qui a fait des Hutus, c'est-à-dire la majorité de la population, des serfs à l'époque de la monarchie. Voilà ce qui était en fait le point de crispation entre la majorité Hutu, dont qui va amener beaucoup à commettre des crimes contre leurs compatriotes Tutsis, mais aussi le point qui va amener la minorité Tutsi qui est dans l'armée ougandaise à vouloir prendre le pouvoir parce que eux, leur obsession, c'est de retrouver l'autorité qui était celle de leurs parents à l'époque de la monarchie. Voilà le point central qui est, à mon avis, la cause principale de la tragédie du Rwanda, c'est-à-dire la volonté de reconquérir un pouvoir qui avait été perdu. Et donc cet attentat va donc devenir l'élément central. Pourquoi il est l'élément central? Parce que dès 1990, la minorité Tutsi veut renverser Habyarimana. Et donc,
ce qui va se passer en 94, ce sera l'assassinat d'Abiyarimana. Et une fois qu'un assassinat à Abiyarimana est assassiné, eh bien, c'est la minorité Tutsi dirigée par Paul Kagame qui prend le pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit, si ce n'est pas Paul Kagame, si ce n'est pas la minorité Tutsi qu'il dirigeait, qui a abattu l'avion, et il y a longtemps qu'on aurait arrêté les auteurs de l'attentat. On n'aurait pas attendu 25 ans pour tergiverser, pour publier des articles contradictoires, pour publier... vous aurez remarqué d'ailleurs que le rapport qui a été fait, mais ne dit rien sur l'attentat, nous donne l'impression qu'il ne s'est rien passé sur l'attentat, alors que l'attentat a fait l'objet, au sein du tribunal pénal international, de préoccupations de tout le monde. Donc, on est devant une configuration où, si on clarifie le dossier de l'attentat, on clarifie la cause de la tragédie rwandaise de 1994. Si on tait les auteurs de l'attentat, on étouffe la vérité sur les causes de la tragédie rwandaise de 1994. Voilà l'enjeu. Un autre point troublant que vous soulevez, c'est que le FPR a fait fermer l'une des deux pistes de l'aéroport de Kigali. Absolument. Obligeant de facto les avions à atterrir par une seule voie. Absolument. Et ça c'est plutôt troublant. C'est très troublant et c'est très curieux que les magistrats français aient laissé ce point dans l'ombre. Pourquoi? Parce que les pilotes m'ont confirmé, rwandais m'ont confirmé que il était indispensable, comme étant donné que l'aéroport de Kigali n'était pas un grand aéroport, il était important pour les pilotes d'avoir deux points d'atterrissage et de décollage. À partir du moment où on vient fermer un axe, on oblige les avions à atterrir, à décoller sur un seul axe. Donc pour les gens qui préparent un attentat, c'est très facile de savoir de quel côté viendra l'avion. Et l'argument que le FPR avait utilisé de Paul Kagame pour faire demander à ce que cette piste soit fermée, c'était que ils habitaient, ils avaient leur siège au niveau du Parlement. Et les avions passaient au-dessus du Parlement. Et donc, pour eux, ils étaient en insécurité, ce qui est un argument fallacieux, parce que même le colonel Luc Marshall m'avait dit que le fait d'être au CND ne pouvait pas justifier qu'on soit en insécurité. Et d'ailleurs, pourquoi le FPR aurait-il pu être en insécurité, puisqu'on était dans un processus de paix? On avait déjà signé les accords de paix. Donc, il n'y avait pas de raison de demander la fermeture d'une piste de l'aéroport. Il se trouve que cela a été fait. Et lorsque cela a été fait, évidemment, le soir du 6 avril, quand l'avion du président est revenu, on savait exactement de quel côté il allait arriver. Et les deux tirs de missile, le premier tir de missile qui a raté l'avion, le second l'a touché, ils savaient exactement où se placer et à quel moment l'avion allait rentrer. Ils avaient toutes les informations. Puisqu'il faut le rappeler, le FPR avait quand même réussi à infiltrer l'armée gouvernementale. Et ça, encore une fois de plus, qui confirme que l'idée d'aveuglement qui est répandue en France depuis longtemps procède effectivement d'une ignorance du dossier ou d'une mauvaise foi caractérisée. En gros, à la lecture de votre livre, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui pointe clairement Paul Kagame comme étant le potentiel commanditaire de cet attentat, qui a ensuite déclenché le génocide rwandais, c'est-à-dire des violences de la majorité Hutu contre la minorité Tutsi. Pourquoi cette évidence n'est-elle pas apparue dans les différentes enquêtes qui ont eu lieu sur ces événements? Je pense à l'enquête espagnole, l'enquête française, vous en parlez dans votre livre, l'enquête belge, l'enquête du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a au moins 4 enquêtes, si je me trompe pas. 5 enquêtes. 2 enquêtes françaises. 2 enquêtes françaises, effectivement. Pourquoi tout cela n'est pas apparu? Non, si vous voulez, les éléments sont très clairs dans les différentes enquêtes. C'est-à-dire que la première enquête de l'auditorat militaire belge est arrivée techniquement. Il y a eu un premier rapport qui avait été fait par les forces aériennes belges qui avaient travaillé sur l'attentat, mais leur analyse était une analyse technique, de savoir qui pouvait détenir les missiles et que pour abattre un avion à l'aide d'un missile, il fallait avoir des experts
qui était capable d'utiliser un missile pour abattre un avion. Et donc, l'auditorat militaire belge, ou en tout cas les premiers enquêteurs belges qui ont commencé leur enquête en 1994, sont arrivés à la conclusion que non, les Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles. Que les seuls qui pouvaient avoir des missiles, c'était le FPR. Et ils ont donné la liste des éléments et des références de missiles. L'enquête qui va être les deux enquêtes du tribunal pénal international vont aller dans le même sens. Parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer Michael Hourigan, qui était un enquêteur australien, qui m'avait expliqué ils étaient parvenus à identifier des membres du commando au sein du FPR qui voulaient témoigner du rôle qui a été le leur dans l'attentat du 6 avril 1994. Et évidemment, l'affaire a été étouffée. L'affaire a été étouffée par les Américains parce que Michael Hourigan était allé parler sur une ligne sécurisée à l'ambassade des États-Unis au Rwanda en croyant qu'il était en sécurité au procureur Louis Arbour. Et à la suite de cet échange-là, il pensait que c'était une ligne sécurisée, mais il s'est rendu compte que le procureur qui lui disait que « Ah oui, les informations que vous êtes en train de me communiquer sont très importantes pour votre enquête », le même procureur a changé de tête lorsqu'ils se sont retrouvés face à face. Et lui disait, mais oui, mais votre enquête, en quoi est-ce qu'elle est sérieuse? C'est-à-dire que le procureur était arrivé à mettre en doute le travail de ses propres enquêteurs, parce que ces gens qui travaillaient sur l'enquête, sur l'attentat, étaient les enquêteurs du procureur. Procureur de quelle nationalité? Canadienne. C'était une Canadienne, Louise Arbour. Et Madame Louise Arbour a attendu de prendre sa retraite au Canada pour dire que finalement, oui, il y a eu des pressions et que Kagame avait exercé des pressions sur le tribunal sur cette affaire-là. Donc, l'enquête espagnole, qui, à mon avis, est l'une des enquêtes qu'on ne peut pas soupçonner du tout, parce que l'Espagne n'a aucun lien historique, économique, rien du tout culturel avec le Rwanda ou cette région-là. Et l'Espagne avait été saisie simplement parce que des Espagnols avaient été tués là-bas, au Rwanda en 1994. Et donc, le juge André Meirelles, il est arrivé à la conclusion que, implacable, il a lancé 40 mandats d'arrêt internationaux contre des proches de Paul Kagame, et en précisant clairement que c'était le FPR qui avait abattu l'avion. Et que non seulement ils ont abattu l'avion, mais ils ont commis des crimes contre l'humanité. Et alors, ce que vous dites qui est intéressant, c'est que les Espagnols, là, reçoivent des pressions des propres pays européens. Ben oui, c'est-à-dire qu'on est dans une affaire kafkaïenne, c'est-à-dire que un juge, un magistrat espagnol, parce que la justice espagnole avait été saisie par Juan Carrero, qui est un militant, un activiste des droits de l'homme, qui a travaillé avec le prix Nobel de la paix qui préface le livre, évidemment Adolfo Pérez Esquivel. Parce que pour eux, il était inacceptable que des crimes contre l'humanité d'une telle ampleur et un attentat terroriste contre deux chefs d'État africains passent inaperçus. Donc, ils ont travaillé avec le juge espagnol pour que le juge espagnol puisse mettre la main sur les auteurs de l'attentat. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que entre 2006, 2007, 2008, des pressions commencent en Espagne. Et ce sont les diplomates américains qui font ces pressions, à la fois sur le ministre espagnol des Affaires étrangères, mais également sur les procureurs. Il y a une rencontre, je décris, entre le procureur et le conseiller juridique de l'ambassade américaine à Madrid, qui demande, n'est-ce pas, au procureur si le juge espagnol ira jusqu'au bout. Il dit oui, il a l'intention d'aller jusqu'au bout, mais il lui dit, écoutez, rassurez-vous, nous, on ne va pas suivre le juge dans sa poursuite contre les gens du FPR de Paul Kagame. Et le juge lui remet quasiment l'intégralité du dossier judiciaire, ce qui est quand même quelque chose de flagrant qu'un pays européen prenne le dossier judiciaire et le remette aux conseillers américains. Mais les Américains ne sont pas arrêtés là. Ils ont appelé les Allemands,
Ils ont demandé aux Allemands de faire pression. Ils ont appelé les Anglais. Ils ont demandé aux Anglais de faire pression. Ils ont appelé tout le monde, même les Italiens. Ils ont dit aux Italiens, écoutez, allez voir avec les Espagnols la possibilité qu'ils annulent leur mandat d'arrêt contre les proches de Kagame. Donc, pour que les Américains aillent aussi loin dans un engagement politique ou politico-diplomatique dans une affaire judiciaire, c'est que Kagame et ses hommes ont dû leur rendre beaucoup de services ou étaient des éléments très importants dans leur stratégie dans la région des Grands Lacs. Mais c'est là qu'on comprend pas bien. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays. Oui. Comment peut-il tenir comment dire ça? Comment peut-il influencer autant la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, de la France, on comprend pas là. Il y a quelque chose qui bloque. Ben, vous mettez le doigt sur le tabou, ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier. En fait, il faut remonter à Clinton pour comprendre ça. Lorsque Clinton arrive au pouvoir, son objectif c'est quoi? L'objectif de Clinton, c'est de évincer la France de ses anciennes positions en Afrique francophone. Et celui qui le dit de façon très explicite est le ministre de l'économie de Bill Clinton à l'époque, qui s'appelle Ron Brown, qui était mort, je crois, en Yougoslavie dans un accident d'avion plus tard. Et qu'est-ce qu'il a fait un discours à Dakar qui était très important, c'est de dire que traditionnellement les matières premières africaines étaient contrôlées par certaines puissances européennes. Maintenant, c'est le tour des États-Unis. Nous aussi, nous comptons prendre part dans ces matières premières. Et donc, l'objectif à l'époque qui vise à mettre Kagame au pouvoir est de s'emparer des richesses minières de l'Est du Congo. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. On parle beaucoup du génocide, mais derrière le génocide, il y a les matières premières. Et c'est ça qui est beaucoup plus important que ce qu'on affiche là. Et je vais vous amener là-dedans pour que vous puissiez mieux comprendre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette stratégie? Dans cette stratégie, c'est que les Américains ont envie de s'emparer du coltan, qui sert à la fabrication de nos téléphones portables et des ordinateurs. C'est un produit qui est très important, très recherché dans le domaine de l'aéronautique, militaire et civile. Et puis, il y a le cobalt. Et donc, la personne qui est la plus en même d'aider les Américains à se procurer ça, c'est celui qui est le président du Rwanda, qui est à la frontière, parce que ces produits se trouvent à la frontière avec le Rwanda. Et l'ancien président qu'a soutenu le président Mitterrand, le président Habyarimana, n'aurait jamais accepté ça. N'aurait jamais accepté que son pays serve de base arrière pour aller piller les richesses du Congo. Mais Kagame, lui, était prêt à faire ce travail-là. Et donc, c'est pour cela que les Américains vont tout faire pour l'amener au pouvoir. Et c'est pour ça que l'attentat contre l'avion est un tabou. Vous comprenez mieux maintenant. Deuxième élément, c'est que les Américains considéraient le coltan à la fin de la Seconde Guerre mondiale comme un produit stratégique de la défense nationale des États-Unis. Je répète, un produit de la sécurité des États-Unis. Donc, qui se trouve dans le sous-sol congolais. Donc, vous comprenez que quand on a déjà cette lecture des événements, on sait déjà très bien, si on met quelqu'un au pouvoir au Rwanda, on sait quel est le boulot qu'il va faire. Je vais encore plus loin que ça. La bombe qui a été utilisée à Nagasaki, Hiroshima, en 1945, contre le Japon qui a été utilisé par les Américains, l'uranium venait du Congo-Zaïre, c'est-à-dire le même endroit où se trouve aujourd'hui le coltan qui sert à la fabrication de nos portables. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains savent exactement ce qui se trouve dans le sous-sol du Congo et ils ont pris le temps pour pouvoir mettre quelqu'un à la tête du Rwanda qui allait en quelque sorte faire de la sous-traitance pour eux, pour ce genre de produits stratégiques. Voilà pourquoi la France, qui va se retrouver dans cette configuration-là, par sa vision un peu, je dirais pas candide, mais un peu faiblarde dans son positionnement géopolitique, s'était retrouvé en 1993 en étroite relation avec le président du Zaïre, qui était le président de Mobutu.
C'est-à-dire les Américains avaient lâché quelqu'un qu'ils ont soutenu au pouvoir pendant 32 ans, c'était le président du Zaïre, et les seules personnes qui soutenaient le président du Zaïre à ce moment-là, c'était les Français. Mais les Français, on se retrouve en 93 dans la configuration de la cohabitation. Donc, le positionnement des uns et des autres fait que la politique étrangère de la France et la position géopolitique de la France est affaiblie. Le président Mitterrand a son cancer de la prostate et les Américains, et le président du Zaïre a aussi le cancer de la prostate. Donc, c'est à ce moment-là que Paul Kagame, utilisé par les Américains, on va commettre l'attentat qui va permettre de renverser non seulement le président rwandais, mais en 97, c'est-à-dire quelques années, 3 ans après l'affaire de l'attentat, le président du Zaïre va être renversé par Paul Kagame. Je récapitule pour que les gens comprennent bien l'articulation. Bill Clinton veut installer Paul Kagame au pouvoir. Paul Kagame est en formation aux États-Unis, on le met là. En 94, ils font abattre l'avion du président Habyarimana, qui est le président du Rwanda, qui s'entend avec le président du Zaïre, qui est son voisin. Les Américains veulent le coltan et l'uranium du Zaïre. Pour y arriver, ils ne peuvent pas directement attaquer le président du Zaïre qui est en place. Pourquoi? C'est pas plus simple? Mais c'est quelqu'un qui les connaît très bien. Ils l'ont soutenu pendant 32 ans. C'est comme l'affaire avec Pinochet. Donc on n'a pas envie on veut s'en débarrasser, mais on ne va pas s'afficher, comme on va pas prendre le risque de venir le renverser. Donc on passe par un proxy. Voilà, exactement. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Et entre-temps, les Américains font pression sur la France et sur la Belgique de lâcher ce président, qui est devenu un dictateur. Mais pendant 32 ans, il n'était pas dictateur. C'est exactement ce qui se passe avec Kagame. Il est venu, soi-disant, en 1994 pour apporter la démocratie, mais ça fait 27 ans qu'il est là, soutenu par les Américains. Et on ne nous dit pas qu'il est dictateur. Bon, donc c'est la même chose qui va se passer avec Mobutu. Donc il passe par Paul Kagame, qui va renverser ce président en 1997. Vous aimez ce format de vidéo, ces longs entretiens avec des spécialistes qui savent de quoi ils parlent? Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut de cette page ou en fin de vidéo pour nous donner un coup de pouce financier. Sans vous, nous ne pouvons strictement rien faire. Je compte sur chacun de vous. Alors là, j'ai une question à vous poser. Oui. Et c'est une question fondamentale. Kagame, en admettant qu'il soit le commanditaire de cet attentat, c'est une hypothèse qui a quand même quelques... Plus qu'une hypothèse aujourd'hui. C'est plus qu'une hypothèse, hein, quand on lit votre livre. Est-ce qu'il sait, quand il commet cet attentat, ce que ça va engendrer comme conséquence dans son pays, à savoir le génocide, c'est-à-dire des mesures de rétorsion très féroces de la part de la majorité Hutu? Il le sait. Le général Dallaire le dit, le commandant des Nations Unies lui dit exactement ce que vous êtes en train de dire. Et il lui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Kagame répond ça à son Kagame général. Répond ça au général Dallaire. Il fait pire que ça. Et c'est pour cela que... Général Dallaire, Le général Dallaire, c'était le commandant des casques bleus des Nations Unies au Rwanda, qui était canadien. D'accord. La Minuar. Et il ne fait pas que ça. Pendant 2 mois, son mouvement écrit au Conseil de sécurité. Moi, j'ai découvert les archives du Conseil de sécurité, je ne les connaissais pas. Pendant 2 mois, ils écrivent au Conseil de sécurité pour demander qu'il ne faut pas d'intervention des Nations Unies. Pendant toute la période des massacres, pendant 2 mois avant l'arrivée de l'opération turquoise, il ne faut pas d'intervention. J'ai les lettres. Ça ne s'est pas arrêté là. Écoutez, il y a eu les forces américaines, les forces françaises et les forces belges, les forces spéciales belges, qui sont arrivées le 9, le 8, 2 jours après l'attentat, pour prendre leurs ressortissants. Kagame, ces troupes-là, que ce soit les forces spéciales françaises, belges et américaines, étaient capables de faire arrêter le début des massacres. Hein. Ils étaient obligés de paralyser tout ce dispositif en l'espace de 48 heures. Vous savez ce que Kagame a dit? Il a demandé de donner 24 heures à toutes les forces américaines, françaises et belges de quitter le territoire pour partir. Ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui a envie d'empêcher les massacres, d'arrêter les massacres ou d'empêcher que ce qui est en train de commencer aux yeux de tout le monde s'arrête. Et ça,
personne ne lui pose la question. Depuis 25 ans, on ne lui pose pas la question. Depuis 25 ans, personne ne pointe cet aspect des choses, alors qu'en fait, ce sont des éléments qui sont documentés aujourd'hui. Et qui ne sont pas documentés par moi, c'est documenté par le général Dallaire qui était sur place, le colonel Marshall, les archives du Conseil de sécurité. On a les éléments. Mais il ne faut surtout pas braquer les projecteurs de ce côté-là. Alors on pourrait vous répondre qu'ils ont pu interroger Rose Kabouye, qui est une très proche de Paul Kagame, qui a été arrêté en Allemagne en 2008, qui a été donc amené devant le juge Trévidic. Oui. Et qui a été interrogé par le juge Trévidic. Oui. Et il n'en est rien ressorti. Quelles sont les questions qui ont été posées à Rose Kabouye? Et c'est pour cela que c'est important, quand on parle de l'attentat, de savoir de quoi on parle. Moi, j'ai lu l'interrogatoire du juge Trévidic à Mme Kabouye, quand il a interrogé Mme Kabouye. Je vais vous dire quelque chose. Par exemple, quand Mme Kabouye dit que le FPR n'avait pas de missile, mais le juge Trévidic ne lui pose pas de questions sur ce qu'il y a dans le dossier Bruguière concernant les missiles. Quand Rose Kabouye dit qu'elle, en tout cas, ce sont les extrémistes Hutus qui auraient commis cet acte. Mais le juge Trévidic ne creuse pas pour lui dire « Mais vous avez des noms? Vous avez fait une enquête là-dessus? Vous savez exactement comment ça s'est passé ?» Il y a une autre personne qui est considérée comme suspecte, en tout cas qui a été considéré par le colonel Luc Marshall comme quelqu'un qu'il fallait interroger. Et il avait écrit personnellement, quand je parle du colonel Luc Marshall, je parle du commandant des casques bleus belges qui était en charge de la sécurité de la ville de Kigali et donc qui avait des choses à dire aux enquêteurs français et aux magistrats français. Ce monsieur n'a pas été interrogé par les juges Poux, Trévidic et Herbeau. Il a écrit au juge Herbeau en disant « J'ai des choses que je peux vous communiquer par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain. » Il n'y a jamais eu de suite. Et qu'est-ce qu'il dit par exemple? Il dit qu'il y a quelqu'un qui était avec Mme Rose Kabouye au CND. Donc le CND, c'était le lieu où se trouvait, où se seraient trouvés les missiles avant l'attentat. Et l'endroit où on a demandé qu'on ferme une piste de l'aéroport. Parce qu'on ne voulait pas que les avions passent au-dessus du CND. Le quartier général en quelque sorte. S'il y avait deux quartiers généraux, il y avait le quartier général du FPR qui était à Kigali au centre-ville, c'était le CND. L'autre, c'était à Moulindi, un peu plus. Le CND, c'est le Parlement rwandais. D'ailleurs, c'est assez incroyable que les rebelles se retrouvent au sein d'un Parlement armé. Pourquoi? Oui, alors, j'explique ça dans le livre, parce que là encore, c'est un tabou, il ne faut pas en parler, il ne faut pas expliquer. Les accords de paix n'ont jamais dit que le FPR devait se retrouver au CND, au Parlement. J'ai retrouvé, ça c'est un document inédit, par exemple, que j'ai publié dans le livre, c'est la lettre manuscrite du président de la République, du président assassiné à Biarimana, avant son assassinat, qui demande à son chef de cabinet qui a donné, pourquoi le FPR se retrouve au CND. Mais moi, je n'ai jamais donné mon accord pour que ces gens aillent au CND. De qui se moque-t-on? Du président de la République, de l'État rwandais, du peuple rwandais. Donc ça, c'est un élément très important pour les enquêteurs, parce que ça permet de comprendre que le président de la République était en désaccord avec l'installation du CND. Et il se trouve que le CND est au cœur de beaucoup de choses. Fermeture de l'axe de l'aéroport, suspicion d'abriter des missiles qui ont abattu l'avion, les gens qui étaient les tireurs se seraient abrités au CND. Donc le CND est l'objet aurait dû être l'objet d'un examen minutieux. Et donc, Luc Marshall assiste à une réunion avec Rose Kabouye? Non, Luc Marshall constate qu'une des personnes qui était au CND avec Rose Kabouye est passée au moins 2 fois à proximité du lieu de l'attentat. Cette personne n'est pas interrogée, avait été interrogée par le juge Bruguière, mais n'avait pas été interrogée par les juges suivants. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un élément très important. C'est que 10 casques bleus belges ont été assassinés quasiment le lendemain de l'attentat. Et la veille de l'attentat, c'est le jour de l'attentat, les casques bleus belges qui ont été tués
avait disparu toute la journée avec ce personnage du FPR qui était au CND avec Rose Kabuye. Et pour le colonel Luc Marchal, il a été accusé de n'avoir pas fait attention à ces gens. Le problème, c'est que ce monsieur, j'ai lu sa déposition. Il a reconnu avoir voyagé dans la journée du 6 avril, dès le matin, avec les casques bleus belges, sans l'autorisation du colonel Luc Marchal, qui était leur patron. Donc vous allez chercher des éléments de la mission des Nations Unies pour faire un voyage, on ne sait pas où, avec eux, sans l'autorisation de leur chef. Et le juge Trévidic a eu la possibilité d'interroger le chef de ce monsieur du FPR qui a voyagé sans autorisation avec les casques bleus belges. Il ne lui a jamais posé la question sur cette affaire-là. Quand vous rentrez en profondeur dans le dossier, vous avez, et je le dis tranquillement aujourd'hui, les juges français qui ont travaillé après le juge Bruguière n'ont pas fait correctement leur travail. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout des enquêtes pour pouvoir établir la responsabilité et les auteurs de l'attentat. Le non-lieu qui a été prononcé est un non-lieu fait sur une enquête bâclée. Mais je le dis tranquillement parce que j'ai vu le dossier. Moi, je ne suis pas magistrat, mais ce que j'ai vu, j'ai une grande expérience des enquêtes journalistiques, ce n'est pas un bon travail d'investigation. Parce que non seulement on n'a pas réussi à faire interroger des gens qui méritaient d'être interrogés, mais on a considéré l'enquête du juge Bruguière comme un non-événement. Et le seul élément qui a permis d'établir le non-lieu, c'est une enquête qui a été faite par le gouvernement de Paul Kagame avec des experts britanniques, qui est considérée comme l'enquête à décharge du FPR. Ça, ce n'est pas sérieux. Je pense que le colonel Luc Marchal a utilisé une expression que je trouve très bien. Il dit « Ce type de travail est ce qu'on devrait enseigner à l'École nationale de magistrature en France sur ce qu'il ne faut pas faire dans une enquête judiciaire. » Et je pense que le dossier de l'attentat, quand vous voyez ce que je décris, les témoins, parce que les gens qui veulent témoigner, ce n'est pas n'importe qui. L'ancien chef d'état-major de Paul Kagame veut témoigner auprès des juges Poux et Herbeau. On ne considère pas son affaire comme quelque chose d'important. Des gens proches de Kagame qui ont assisté à tout, qui veulent Oui, parler. qui veulent témoigner. Et la justice française refuse de les entendre. On ne les entend pas. Et il y a pire, il y en a un qui a été enlevé et assassiné. Il avait écrit au juge Trévidic en lui disant « Je suis en danger ». En Afrique du Sud, hein, c'est ça? Non, ça c'est un autre. C'est au Kenya. D'accord. Mais il y a beaucoup d'assassinats Étrange. étranges dans le dossier des gens qui veulent parler de l'attentat à des magistrats. Celui qui a été assassiné en Afrique du Sud, c'est le patron des services de renseignement extérieur de Paul Kagame. Donc, qui était avec Paul Kagame depuis l'Ouganda, qui a suivi toutes les étapes de la conquête du pouvoir par la rébellion. Et donc, qui voulait parler aux magistrats français. On l'a retrouvé étranglé dans sa chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Son chef d'état-major a raté d'être assassiné 2 fois à bout portant. Mais puisqu'ils avaient des choses intéressantes à dire, ces tueurs sont allés jusque dans sa chambre d'hôpital pour tenter de l'achever, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils l'ont raté. Donc, quand vous avez ça dans un dossier judiciaire et que vous êtes magistrat, je crois quand même que vous vous rendez compte que on ne cherche pas à assassiner des gens qui veulent dire des choses si vous n'êtes pas mêlé à l'attentat. Vous allez encourager tout le monde à aller parler au juge. Mais si les gens disparaissent et meurent, c'est qu'il y a un problème par rapport à... Vous diriez que la justice française a été corrompue? Vous savez, c'est compliqué de dire ça. La justice française, je ne crois pas. Le juge Trévidic? Il y a un certain nombre de magistrats en France dans ce dossier-là qui soit ont décidé de lever le pied parce qu'ils comprenaient ce qui se passait, soit qu'ils se sont dit
débarrassons-nous au plus vite de ce dossier en faisant un non-lieu, et peut-être que la Cour de cassation confirmera le non-lieu. C'est ça qu'on attend. On attend qu'on clôture le dossier. Donc je pense qu'il faut que les Français se réveillent et qu'ils cessent d'écouter la propagande qui est propagée partout sur le dossier du Rwanda. Les accusations contre la France sont fausses, archi-fausses. Les erreurs ou les fautes qui auraient été commises au Rwanda sont pas établies. Moi, je demande que le président Macron, le président Sarkozy nous donnent la liste des fautes ou de l'aveuglement, ou nous disent avec précision c'était quoi l'aveuglement de François Mitterrand. Parce que là, ils veulent faire de cette affaire-là une affaire de querelle politique intérieure. Ils veulent diviser les Français sur la question du Rwanda. Moi, je pense qu'il faut être honnête. La France s'est comportée correctement dans ce dossier-là. Je peux le dire tranquillement parce que les archives, je les ai vues. Les acteurs, je les ai vus. Je pense même être aujourd'hui parmi les dirigeants français qui vont reconnaître les fautes de la France au Rwanda, c'est lui qui a discuté avec le plus d'acteurs du dossier. J'ai parlé du procureur Carla Del Ponte, j'ai parlé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, qui était Jacques-Roger Bobo, qui était sur place. J'ai discuté avec les militaires, différents militaires, les militaires français, les militaires africains qui étaient sur le terrain. J'ai discuté avec les membres des organisations des droits de l'homme qui étaient sur place. J'ai discuté avec des journalistes, j'ai discuté avec des diplomates, j'ai discuté avec à peu près les gens de toutes les nationalités qui étaient là-bas, et avec les enquêteurs. Donc je sais de quoi je parle. Je ne viens pas exprimer mes sentiments, non, ce n'est pas mes sentiments. C'est les choses qui se sont passées. Donc quand on va dire que la France a commis des fautes ou qu'on va assumer des responsabilités, il faut les lister. Il faut dire aux Français, clairement, première faute, c'est ça, deuxième faute, c'est ça, troisième faute, c'est ça. Et on vérifie dans les documents si c'est vrai. Mais quand on balance des phrases politiques comme ça en disant ah ben, écoutez, non, ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Et il faut qu'ils disent, au moins sur ce dossier rwandais, qu'ils apprennent à dire la vérité au peuple français. C'est ça que je demande. Je ne demande pas grand-chose. Parce qu'on a des documents aujourd'hui, on est outillés. On peut avoir une confrontation solide sur ce dossier. C'est tout. Charles Onana, donc je rappelle à ceux qui nous regardent, enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, sous-titré « 25 ans d'investigation pour un non-lieu », préfacé par le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel, aux éditions L'Artilleur, un ouvrage vraiment que je conseille très fortement à ceux qui nous regardent. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici à Paris, nous parler de ce sujet, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur d'autres dossiers, car je sais que votre domaine d'expertise dépasse en fait largement la région des Grands Lacs. En tout cas, ça a été un honneur de vous recevoir. Moi aussi, je repars très content de vous avoir rencontré pour la première fois. Je sais que le travail que vous faites est très difficile et je vous encourage à persister. Vous savez, il n'est jamais facile quand on emprunte les chemins qui font peur aux gens ou les chemins qui n'ont pas l'air très faciles, mais c'est toujours un bon test pour soi-même et c'est un bon test pour la société. Et il faut que progressivement les gens comprennent que ceux qui prennent des risques, ils ne le font pas pour eux-mêmes parce que c'est beaucoup plus facile de vivre dans le confort et sans crainte. C'est moins difficile de prendre des risques. Merci beaucoup Charles Onana. Je vous en prie. Vous n'avez pas peur, vous? Pour vous? Peur de quoi? Du régime de Kagame? Oh, non. Pourquoi je devrais avoir peur? Mais ce sont les gens qui commettent les crimes qui sont censés avoir peur, pas celui qui expose les crimes. Elle a décidé, par ses propres moyens, d'avoir accès à ce monsieur. Elle a eu accès à Gersony, qui lui a dit « Je suis prêt à témoigner à condition que les Nations Unies m'autorisent à témoigner ». C'était hors de question. L'enquête a été enterrée et Carla Del Ponte a été évincée de son poste. Voilà ce qui se passe dans le dossier du Rwanda. Cette expertise acoustique a été considérée comme farfelue par tous les experts indépendants.